La Fédération des associations islamiques contre les actes barbares des terroristes. Pour relever les défis de l'heure, la FAIB se veut plus forte et c'est l'esprit qui sous-tend la tenue de son deuxième congrès. Un nouveau bureau sera installé pour les 4 prochaines années. 10 millions de plants en terre pour la reforestation 2021. La journée de l'arbre aura donné le top de départ. La 3e édition en appelle à la responsabilité collective pour la protection du couvert végétal. Elles ont bien besoin de protection, elles aussi. Les grottes de Koussaogo dans la province du Passoré. Elles datent de la période coloniale et ont servi de refuge aux populations appelées Ninsi. Un site touristique de plus à découvrir dans le 20h de cette édition. Dixie Fire, ou le 3e plus grand feu de l'histoire de la Californie. L'incendie déclaré depuis la mi-juillet a dévasté cette semaine la ville de Greenville. 170 000 hectares au total ont été dévorés. Le feu, pour l'instant, n'est contenu qu'à 20%. Ce sont les titres de ce 20h. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous suivre. Une FAIB plus forte au regard des défis de l'heure, c'est ce que recherchent les membres de la Fédération des associations islamiques réunis pour leur 2e congrès. Un congrès qui se tient sur 72 heures et qui sera marqué par la mise en place d'un nouveau bureau. L'ouverture des travaux avec Gérard Sommet et Sekou Zongo. C'est une mobilisation de tous les musulmans du Burkina Faso à travers leurs différentes associations autour de la FAIB, la Fédération des associations islamiques du Burkina, à ce 2e congrès ordinaire. Un congrès qui se tient sous le patronage du président du Faso, Marc Christian Kaboré, venu témoigner sa solidarité aux musulmans du Burkina dans leur quête de la paix et de la cohésion sociale. Si pour le bureau sortant de la FAIB, des acquis sont à observer, les défis restent toutefois nombreux. L'ensemble des musulmans de notre pays attend de ce congrès un signal fort pour consolider les bases en construction depuis 2005 de ce trait d'union des composantes de la communauté des musulmans qu'est la FAIB. Il est grand temps pour tous les musulmans de regarder vers la même direction et de soutenir cette fêtière pour qu'elle puisse accompagner chaque citoyen de foi musulmane dans sa vie de croyant et pour qu'elle puisse contribuer à mieux impacter le développement dans notre pays. Il sera également question de conduire des réflexions en vue d'élaborer ensemble les axes prioritaires de la Fédération pour les 4 prochaines années. Des travaux de renforcement des capacités des congressistes sont enfin prévus sur les défis majeurs de la Oumma. L'ensemble de ces défis ne peuvent cependant être relevés sans une entente de toutes les couches sociales et les confessions religieuses du Burkina. C'est pourquoi tous à ce congrès prescrivent l'union comme le socle de la paix et de la concorde nationale. La paix et la prospérité au Burkina Faso ne sauraient être une réalité sans un dialogue franc et une réconciliation sincère. C'est pourquoi, du haut de cette turbine, nous, leaders islamiques, exhortons les différents acteurs de la scène politique et publique à travailler pour une réconciliation des Burkinabés afin de donner une chance à tous de vivre en sécurité pour contribuer à la construction de notre pays. Nous voulons que la population burkinabé se ressaisisse. Nous sommes un peuple cosmopolite, composé de musulmans, de chrétiens, d'animistes et bien d'autres religions. Donc nous devons pouvoir partager ce vivre ensemble. Nous devons pouvoir faire en sorte de transmettre aux générations futures cette belle embellie. Le fait que nous vivions en parfaite symbiose, en bonne intelligence. Et c'est le plus important. Quand il s'agit de demander des prières pour le Burkina Faso, on n'indique pas une seule religion. On demande à toutes les religions de pouvoir prier pour le Burkina Faso. Et fort heureusement, allez-y dans les familles pour voir. Nous avons dans la même famille, peut-être même de même père et de même mère, des musulmans, des chrétiens ou des traditionalistes.
Et c'est ça aussi qui fait la richesse du Burkina Faso. La FAIB, la Fédération des associations islamiques du Burkina, a été créée en décembre 2005 et regroupe de nos jours plus de 360 associations et regroupements islamiques du Burkina. À l'issue de ce congrès ordinaire de la FAIB, un nouveau bureau sera mis en place pour poursuivre le travail de maillage du territoire national ainsi que d'autres chantiers de développement. Et sitôt après l'ouverture du congrès de la FAIB, le chef de l'État était à Zignaré pour la journée de l'arbre. Une 3e édition qui se fixe pour objectif de porter 10 millions de plants en terre. Invité d'ailleurs faite pour l'implication de tous pour une bonne campagne de reforestation. Césaire Carfo et Nathalie Kaoré. Un baobab mis en terre par Roch-Marc Christian Kaboré au bosquet du village de Boilin dans la commune de Zignaré. C'est un acte fortement symbolique qui est posé depuis le sommet de l'État pour interpeller chaque Burkinabé sur la nécessité de restaurer les ressources naturelles et environnementales. La journée nationale de l'arbre se tient dans un contexte où la dégradation des massifs forestiers et des écosystèmes du Burkina Faso est estimée à environ 250 000 hectares chaque année. Autre constat, le taux moyen de survie des plants mis en terre à partir de la 2e année dépasse rarement 25%. D'où cet appel que lance le président du Faso. La question n'est pas de planter les arbres. Il faut assurer leur entretien. Il faut veiller à ce que les animaux ne les mangent pas. Que l'homme ne soit pas responsable encore de sa destruction. Et ça, c'est une autre paire de manches qui nécessite beaucoup de sensibilisation, beaucoup de prise de conscience au niveau des populations pour savoir que la nature n'est détruite que par l'homme. C'est nous-mêmes qui construisons cette situation-là. Donc, il est important que chaque Burkinabé en prenne conscience. Une prise de conscience qui est également sollicitée à la cérémonie officielle. Arbre, identité culturelle et cohésion sociale, c'est le thème de la 3e édition de la Journée nationale de l'arbre. Un thème dont la pertinence est ressortie dans le discours du président du Faso prononcé ici par le ministre en charge de l'environnement. Il importe de noter que l'arbre, et je vois ici l'arbre à palabre par exemple, représente en Afrique et plus particulièrement au Burkina Faso un symbole dans la résolution des différends au niveau des communautés villageoises et un élément d'identité culturelle. Outre ses fonctions socio-culturelles, les arbres participent à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à la restauration de la fertilité des sols, à la séquestration du carbone, à la santé, à la fourniture de matières premières, à la création d'emplois et à la lutte contre la pauvreté. Pour la campagne de reforestation 2021, il est attendu la mise en terre d'au moins 10 millions de plants sur l'ensemble du territoire national. Roch-Marc Christian Kaboré demande l'implication des leaders politiques et communautaires, des établissements scolaires ainsi que des ménages pour l'atteinte de cet objectif commun. En attendant, le parrain de la présente édition, Maître Frédéric Titenga Passéré, homme de droit et de tradition, ainsi que d'autres Burkinabés, ont vu leurs efforts salués à travers des prix et des décorations pour avoir mené de belles actions de restauration du couvert végétal. Des actions qui ont aussi permis de voir ces produits divers provenant des terres et des forêts du Burkina Faso et exposés ici au bonheur des visiteurs du jour. Après Tenkodogo, voici venu le test en téléconsultation pour le CHR de Dori. Exercice réussi pour le ministère de la Santé et celui de l'économie numérique. C'est donc dire que le projet de téléconsultation est bel et bien en marche, à en croire le témoignage de Nong Bakuda et Boukari Ouedraogo. Cette jeune fille de 15 ans a été victime de morsures de serpent à Falangoto le 2 août dernier. Référée au CHR de Dori, après 3 jours de prise en charge par l'équipe du docteur Dao, le pronostic vital de la patiente reste engagé et la solution se tourner vers Ouagadougou. À travers cette plateforme virtuelle, docteur Dao présente le diagnostic de la malade au professeur Kouita. Nous avons noté température à 33 Celsius, une taille à 1,50 m,
de poids à 52 kg. Après avoir écouté attentivement et posé les questions pour avoir les éclairages nécessaires, le professeur Koueta, chef du département de la pédiatrie du centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo, génère le rapport de consultation. On a parlé déjà du sérum antitétanique et du sérum du vaccin antitétanique qu'il faut compléter rapidement. Une consultation en temps réel sous le regard de la ministre en charge de l'économie numérique. Nous voulons nous donner toutes les chances de réussir donc ce processus d'utilisation du numérique dans la santé. L'objectif, c'est d'améliorer l'offre de santé et avec des outils conçus et développés par nous-mêmes. Après l'exercice, nous retrouvons le professeur Koueta qui pratique pour la première fois cet outil. On ne peut que saluer cette initiative et souhaiter que très rapidement toutes les structures sanitaires, au moins les chercheurs et les chercheurs, soient en connexion avec certainement un dispositif qui permet une fluidité. Parce que des fois, pour partager des images, ça peut être plus difficile. Et si tout ça, ça marche, nous pensons que c'est un très bon projet qui va permettre en tout cas de réduire la difficulté de prise en charge des patients. L'amélioration de la prise en charge des malades par le truchement du numérique, une étape qui vient d'être franchie dans le domaine de la santé au Burkina Faso. Et une région qui a bien besoin d'aide sanitaire et humanitaire, c'est celle de l'Est, avec aujourd'hui plus de 100 000 déplacés internes. Offrir des soins et services de qualité à tous est devenu une préoccupation du programme des Nations Unies pour le développement. À travers son projet GLOCOS, le programme a initié une session de renforcement des capacités des agents municipaux et techniques de santé sur les normes de services santé. Détail avec Aras Mané Ilboudou. C'est une session de formation sur les normes des services de santé au profit des 30 agents techniques et municipaux issus des 10 communes d'intervention du projet GLOCOS à l'Est. Une initiative du programme des Nations Unies pour le développement PNUD en vue d'améliorer la qualité des prestations de services en matière de santé. On se dit qu'à travers l'amélioration de ces services sociaux de base, il y aura plus de confiance entre la population et l'administration locale, donc les collectivités territoriales décentralisées. Et à part ça, après cette formation-là, nous allons aussi doter des matériels sanitaires au niveau des différents CSPS de nos zones d'intervention, justement toujours dans l'objectif d'améliorer les services de santé. Des normes qui consistent en l'essentiel aux défis qui s'imposent au secteur dans un contexte de crise sanitaire et humanitaire. Nous faisons face actuellement à un afflux massif de personnes déplacées internes, vraiment qui nous allonge la tâche. Un minimum de plateaux techniques que nous devrons avoir pour faire face à certaines urgences. Les normes de qualité, c'est tout ce que nous devons développer pour satisfaire la personne malade qui se présente au niveau des services de santé. Il y a les normes en matériel, les normes en personnel, mais tout cela doit rimer avec le comportement du personnel de santé. Le projet GLOCOS du PNUD et son partenaire le Royaume des Pays-Bas intervient dans 21 communes de la région de l'Est. Un reportage plutôt signé Rasmata Ouedraogo depuis la ville de Fada. Il contribue à l'adoption des bonnes pratiques sanitaires et spécifiques en nutrition. Il s'agit des journalistes. Certains ont été primés pour leurs œuvres à la faveur du prix Nema Lobo ou Bonne Alimentation en Fulfulde. 3 lauréats qui ont œuvré pour la sensibilisation à l'allaitement maternel exclusif. Kuala Inebié et Aimé Solange Guigma. Composé d'un chèque d'1 million de francs CFA, d'une attestation et d'un trophée, le prix Nema Lobo ou Bonne Alimentation en Fulfulde récompense les productions journalistiques des différents médias sur la nutrition maternelle et l'alimentation du nourrisson. Les lauréats de cette première édition sont Dieudonné Congo de Savane Média, Afsetou Sawadogo des éditions Sidoya et Sata Boiré de la RTB2 au bassin. C'est un sentiment de joie et surtout de satisfaction parce que je ne m'y attendais pas du tout. Voilà, donc c'est de dire merci au ministère de la Santé d'avoir mis sur place ce concours. J'ai dédié ce trophée, ce prix
à tous mes collègues de la RTB de Bobo. Je reçois vraiment ce prix avec une très grande joie et je remercie vraiment les organisateurs de ce prix, surtout le ministère de la Santé et de ses partenaires. Mon article primé porte sur l'allaitement exclusif, un antidote contre le cancer de l'ovaire. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel. Par cette initiative, le ministère de la Santé entend œuvrer à atteindre 80% du taux d'allaitement exclusif d'ici à 2025. En lançant ce prix, nous avons voulu marquer notre adhésion et notre engagement pour faire de l'allaitement maternel une réalité. Nous avons voulu également féliciter les hommes et femmes des médias qui nous accompagnent à travers de bons messages, des messages adressés à la population pour créer la demande et susciter un engagement communautaire en faveur de l'allaitement maternel. Le prix du meilleur journaliste en nutrition est soutenu par l'ONG Alive & Thrive. Cette cérémonie marque également le lancement de l'édition de 2021. De beaux jours pour l'initiative présidentielle pour le développement de la riziculture. Les chercheurs s'engagent à mettre à disposition des variétés à haut potentiel de rendement. À l'INERA Farakoba, ils ont pu expérimenter en haute terre 6 nouvelles variétés, dont 3 hybrides. Visite commentée ce 2 août avec Hassan Gouabou et Karim Sissi. Ce sont là 6 variétés de riz, dont 3 classiques et 3 hybrides en expérimentation sur le site de l'INERA Farakoba. Des variétés produites en haute terre et dans les mêmes conditions. Aujourd'hui, il est question à travers cette visite commentée de montrer les résultats au public. Les hybrides sélectionnés se reconnaissent par leur vigueur à la levée, leur capacité de s'adapter dans nos conditions agroécologiques, leur résistance aux différents stress locaux également et surtout leur potentiel de rendement et leur goût qui sont importants pour nous. En matière de rendement, les rendements vont entre 8 et 10 tonnes à l'hectare. Les résultats obtenus ici ont séduit plus d'un visiteur. Le rendement des hybrides est près du double de celui des variétés classiques cultivées dans les bas-fonds. C'est ce qui est d'ailleurs recherché à travers l'objectif produit 1 million de riz paddy du chef de l'État. Pour nous, c'est vraiment contribuer à l'atteinte des objectifs de production de 1 million de tonnes. Et c'est faisable si nous utilisons vraiment des variétés à haut potentiel de rendement. On parle de riz, on parle de 1 million de tonnes de riz, on parle fortement du programme riz INERA. Nous allons les accompagner à mettre en place et tout le processus qui reste en fait, parce que le docteur a parlé des inscriptions et tout ce qui accompagne. Nous allons les accompagner véritablement à mettre en place en fait tout ce processus-là pour que nous puissions arriver à avoir enfin des rendements qui pourront répondre véritablement aux exigences en fait des consommateurs du Burkina Faso. L'autre particularité de cette expérimentation est que les parcelles ont été irriguées à partir de ce fourrage. Une manière de prouver que le riz peut être produit en dehors des plaines aménagées et des bas-fonds. L'essentiel est qu'il y ait de l'eau. Pour la production de riz, justement, la boucle du Moun compte fournir 144 000 tonnes cette année. Pour ce faire, il faut compter sur le riz flottant, une variété dont la culture demande peu de moyens. Dans la vallée du Sourou, la spéculation intéresse les producteurs, mais les rendements restent faibles au regard des méthodes de culture traditionnelles. À la découverte de la pratique avec Yves Wamba et Karim Ouetraou. Ici, à Yaran, comme dans les 5 autres villages de la vallée du Sourou qui longent le fleuve, ce sont des milliers d'hectares qui sont exploités pour le riz flottant. Jets de semences suivis de labour et l'eau fait le reste en attendant les récoltes en pirogue. Voici comment elle est pratiquée. Entretenir la terre là, avant de jeter les riz là, avant de cultiver. Si l'eau arrive comme ici là, on prend les pirogues, on récolte et puis on met dans les pirogues là, amener au bord. Cette pratique traditionnelle ne demande donc pas beaucoup d'efforts selon ces producteurs qui la pratiquent depuis belle lurette. Il faut juste semer au moins 1 mois à l'avance avant que l'eau ne déborde du fleuve et n'envahisse les champs. Le riz évolue en fonction du niveau de l'eau
qui peut atteindre plus d'1 mètre du sol. Si on ne cultive pas tôt là, si l'eau arrive là, ça gâte. C'est pour ça l'eau est rapide. Sinon, la meilleure manière, c'est de labourer et puis ensemencer. Et quand l'eau va venir, l'eau va contrôler les mauvaises herbes et puis laisser le riz continuer son cycle. Parce que le riz, une fois, même s'il y a une feuille qui émerge, le riz continue son développement végétatif. Donc c'est une plante, tant qu'elle n'est pas carrément immergée, le développement continue. C'est une variété de riz local d'un cycle long de plus de 4 mois qui est utilisée jusque-là dans ces périmètres. Le rendement est de 2 tonnes à l'hectare et plusieurs raisons expliquent ce faible taux. Surtout la semence. Parce qu'ils disent que la semence qu'ils utilisent, c'est une semence où le cycle est très long. Parce que s'ils sèment, actuellement, ils sont en train d'ensemencer. Mais il faut attendre le mois de février, décembre, janvier, février pour récolter. Donc le cycle est très long. Sinon, la pratique voulait qu'ils sèment en lit. Mais si on leur conseille de semer en lit, ils disent que non, quand ils vont semer en lit, cette pratique ne leur permet pas de faire de grandes superficies. C'est parce que ça prend leur temps. Mais si c'est à la volée, bon, ils peuvent emblaver beaucoup de superficies en un temps record. Ces producteurs veulent donc abandonner cette pratique traditionnelle à faible rendement. Ils bénéficient déjà de l'accompagnement des techniciens de l'agriculture. Au bord du fleuve, il y a une variété qui s'adapte aussi à l'eau comme ils voulaient pour le riz flottant là, qui est la 62N. Beaucoup ont pris, essayé, et puis cette année, ils sont venus à notre niveau demander la même variété 62N là, qu'ils ont essayé l'année passée. Ça a bien donné, et puis c'est sollicité par les acheteurs. Donc ils veulent cette variété-là en grande quantité pour emblaver. L'une des difficultés que ces producteurs rencontrent, c'est le manque de matériel de labour. Plusieurs superficies ne seront pas exploitables cette année car l'eau du fleuve a déjà inondé les lieux. En plus de cela, on note aussi les attaques des oiseaux granivores. Bien avant les labours, certains utilisent des pesticides qui pourraient polluer l'eau du fleuve, un danger pour les espèces aquatiques. Cet autre site dont la réhabilitation apportera un plus dans les productions, il s'agit de la plaine de Banzon, l'un des poumons économiques de la région des Hauts-Bassins. Une réhabilitation qui ne se fera pas sans inconvénient puisqu'il faudra au préalable un déplacement des exploitants. Pour ce faire, une rencontre d'information est initiée à leur intention. Les détails avec Lamine Karantao, Siriki Milo et Ismaël Saturnin Pareil. Les responsables du projet de résilience et de compétitivité agricole échangent avec les membres du comité de mise en œuvre du plan d'action de réinstallation des personnes affectées par la réhabilitation de la plaine de Banzon. Un plan élaboré pour mieux gérer les difficultés que pourront rencontrer les populations touchées par les travaux d'aménagement et d'extension de ces sites. Lorsque les entreprises vont se déployer sur le site, il y aura, on va dire, suspension temporaire ou momentanée des activités de production sur la plaine. Alors, il faut trouver un mécanisme pour pouvoir compenser justement cette perte de production, donc cette perte de revenus. Et c'est en cela que une sorte, on va dire, de document d'engagement des deux parties, l'État et les personnes affectées, et dans lequel l'État s'engage à compenser cette perte de revenus et entre en relation avec ces personnes affectées pour arrêter et négocier justement les montants de ces compensations. La réhabilitation d'un tel site suscite beaucoup d'espoir pour les populations de Banzon et les exploitants avec à leur tête le directeur régional en charge de l'agriculture et des aménagements hydro-agricoles des Hauts-Bassins. On attendait ça depuis longtemps. Parce que depuis plus de 45 ans, puisque c'est depuis 1976 qu'on avait commencé à réaliser le premier aménagement. Et depuis lors jusqu'à aujourd'hui, on a noté quand même une détérioration de tout le réseau d'irrigation au niveau de la plaine. Or, c'est une plaine qui contribue énormément à l'atteinte des objectifs dans notre région, surtout en ce qui concerne le riz.
Et en parlant encore de cette année de l'initiative présidentielle, on pourrait atteindre ce résultat si toutefois on a des bons aménagements. À terme, en plus de la réhabilitation des 460 hectares déjà exploités, ces travaux aboutiront à une extension de 77 autres hectares. Dans un autre registre, on parle de l'inclusion des personnes en situation de handicap. Le projet est dénommé « Combler l'écart » et il est mis en œuvre depuis 4 années. Ce 2 août a marqué sa fin officielle par une soirée gala à Ouagadougou. Adama Guiti et Amadou Marcel Lato. Le projet Combler l'écart 2 est à sa fin au Burkina Faso. Mise en œuvre par l'Agence italienne pour la coopération au développement en partenariat avec l'Union européenne et d'autres partenaires, durant 4 années, il a permis de renforcer les compétences des personnes handicapées sur plusieurs plans à travers sa politique d'appui à la protection sociale. Ce type d'exercice a montré aux instances institutionnelles, les ministères de la Santé, les ministères de la Protection de la Femme et de l'Action humanitaire, comment mieux dialoguer avec eux. Des motifs de satisfaction se dégagent au niveau des fédérations burkinabées des associations pour la promotion des personnes handicapées. Ce projet a sans doute permis aux membres de corriger la méfiance en soi et de s'approprier certains de leurs droits. Ça nous a permis de nous faire confiance aujourd'hui, de pouvoir affronter peut-être même des appels à projets de la coopération italienne. Donc l'un des grands avantages de ce projet, c'est cette mise en confiance. En dehors de ça, des gens nous ont fait confiance et nous ont permis donc, de relever nos difficultés de mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Des expositions artistiques, des artistes vivant avec un handicap, du théâtre et des moments de partage d'expériences sont entre autres les temps forts de cet atelier de clôture. Une jeunesse responsable, citoyenne et actrice de développement, c'est ce que recherche le mouvement international de la jeunesse. Ce 5 août, il fait le point de ses 5 années d'existence en abordant les questions liées à l'employabilité et aux enjeux du système éducatif. Jean-Eudes Bayala et Vincent Kenrobego. Construire une jeunesse responsable, citoyenne et actrice du développement, telle est la vision du mouvement dénommé Emerald BF. Les membres de ce mouvement se sont retrouvés pour discuter des questions de développement et faire le bilan de leurs activités après 5 années d'existence. Le Emerald BF s'intéresse au développement du Burkina Faso et dans ce sens, nous abordons différents plans tels que le plan économique, le plan social, le plan politique et donc nous avons prévu pas mal de communication aujourd'hui pour nous appesantir donc sur ces questions, c'est-à-dire socio-économiques et politiques du pays. Des questions de l'employabilité des jeunes, les enjeux du système éducatif actuel sont entre autres les sujets à aborder au cours de cette rencontre. Le problème de l'emploi est un problème qui est lié à la croissance. Notre éducation ne conduit pas à des emplois, comme c'est le cas dans certains pays anglophones. Deuxièmement, parce qu'il n'y a pas l'industrialisation. L'industrialisation, c'est ça qui crée la valeur ajoutée et qui crée des emplois pour les jeunes. Emerald BF est présent dans 6 pays, à savoir le Sénégal, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la France et les États-Unis. Pour parvenir à ces objectifs, le mouvement a défini des plans d'action essentiellement basés sur le développement de l'entrepreneuriat, le leadership et la promotion des valeurs de justice, d'égalité et de citoyenneté, ainsi que la bonne gouvernance. Et comme pour donner le bon exemple en matière d'entrepreneuriat et d'employabilité des jeunes, la princesse Podiagué, plus connue pour son titre de Miss Burkina 2017, son entreprise Asoué s'est spécialisée depuis 3 années dans le recyclage des pneus usés. Une entreprise présentée au public du 6 au 8 août par des journées portes ouvertes. Nous voyons cela avec Adama Guiti et Amadou Marcel Lato. Des chaises, des tabourets, des poubelles écologiques et autres meubles fabriqués à base de pneus usés. L'œuvre est de la start-up Asoué de Princesse Podiagué, Miss Burkina 2017. En 3 années d'activité, notamment dans le recyclage artisanal, la satisfaction est au rendez-vous. Pour la commune de l'arrondissement 5, nous avons pu rassembler au moins 10 000 pneus rien que dans cette commune-là. Et si Asoué parvient à faire cela, ne serait-ce que dans une seule commune, alors qu'on a 12 communes, imaginez
12 arrondissements, imaginez en 2-3 ans ce qu'on pourra faire. En dehors des pneus, nous sommes essentiellement dans l'art, c'est-à-dire le domaine vestimentaire, les accessoires et la formation dans les domaines du recyclage. Nous formons des éco-entrepreneurs et c'est l'art au service de l'écologie. Éco-entrepreneuriat, protection de l'environnement, promotion de l'art, Assoé a redonné vie à près de 20 000 pneus usés avec à la clé 67 emplois directs créés et un impact considérable sur l'éco-citoyenneté. Partout on trouve les pneus d'occasion jetés et c'est même un nid de moustiques. Si on donne une nouvelle vie à ces pneus-là, je pense que c'est salutaire et ça va vraiment aider ce pays. Parce qu'on va sortir de l'insalubrité que créent ces pneus et la culture des moustiques qu'elle engendre. Assoé envisage par ailleurs industrialiser son savoir-faire afin de faire de Burkina une référence en matière de récupération et de recyclage de pneus usés. D'où l'initiative de ces journées portes ouvertes de 72 heures. Des grottes à ciel ouvert, cela fait beau à voir. C'est à Koussaogo, dans la commune de Kirsi, province du Passoré. Creusée durant la période coloniale par les Ninsi, elle servait de refuge aux populations. Ces grottes aujourd'hui attirent l'attention de plusieurs. Partons à leur découverte dans ce reportage de Karim Bikenga. C'est une montée sur une colline de Koussaogo, dans la commune de Kirsi, en compagnie des notables du village. À l'arrivée, plusieurs ouvertures se donnent à voir. Ce sont des entrées ou des sorties de grottes. Issouf et son compagnon décident de descendre à l'intérieur d'une d'elles. À 4 mètres de l'entrée, les voilà dans une cavité. Le tirage, c'est très difficile, mais à l'intérieur, là, c'est large, il n'y a pas de problème. Il y a d'autres coins qu'on ne peut pas marcher, on peut ramper pour aller sortir de l'autre côté. Issouf et son compagnon font le choix de poursuivre l'aventure. 20 minutes plus tard, ils apparaissent à 50 mètres du point de départ. Les trous le sont beaucoup. On ne peut pas compter, ça vaut 100 et quelques. Tout se communique. Si tu rentres ici, tu peux sortir jusqu'à 3 ou 10 kilomètres comme ça. L'histoire de ces grottes remonte à une période lointaine. Aucun des hommes, parmi ces notables du village, n'a vu leur creusage. Elle leur serait léguée par des Ninisi, un peuple ayant anciennement occupé ces lieux. Ces grottes sont creusées par des Ninisi à l'époque coloniale pour se réfugier. Ils sont partis à l'arrivée de nos ancêtres. Il semble qu'ils sont allés vers le Yatenga. Jusqu'à notre enfance, ils venaient faire des sacrifices sur cette colline. La présence de certains objets comme ces morceaux de canari atteste le passage d'humains sur ces lieux. Aujourd'hui, ces anciens domiciles sont passés pour habitats de chauves-souris, de reptiles et d'autres animaux. Les gens rentrent, mais ce sont les engrais là, comme on appelle les caca des chauves-souris là, que les gens là, ramassent pour aller mettre leur mille. On trouve les serpents avec les insectes. Chez les habitants de Koussaogo, c'est un patrimoine à protéger et un seul rêve se dégage au sujet des grottes, en faire un site touristique fréquentable. C'est important pour nous de protéger ces lacs, non seulement pour nos descendants, mais aussi pour toute la nation. À la mairie de Kirsi, c'est la même vision. Ce site a même fait l'objet d'un projet, mais hélas, les moyens ont fait défaut. Parce que il faut qu'on le sauvegarde, parce que pour les générations futures, il faut qu'on le sauvegarde. C'est le premier objectif. Le second objectif maintenant, porter à l'information, de l'opinion. Le troisième volet maintenant, c'est en termes d'aménagement. Il faut des bâtiments d'accueil pour que s'il y a des éventuels visiteurs, puissent avoir des endroits pour peut-être s'asseoir, s'abriter. Donc peut-être le quatrième aspect maintenant, c'est peut-être tout ce qui est aspect activité, pour permettre aux jeunes de la localité de pouvoir avoir des emplois. Ceux du village de Koussaogo se rappellent toujours la visite d'un ancien ministre en charge de la culture et du tourisme sur ce site avec des promesses à l'appui. Mais jusque-là, rien n'y fit. En attendant, les habitants font de leur mieux pour sauvegarder cette richesse.
D'une découverte, nous passons à une autre, celle des subtilités de la culture Djan dans le sud-ouest. Une ethnie qui s'est laissée découvrir à travers les journées culturelles de la commune de Dolo. C'était les 4 et 5 août dernier à l'initiative de l'association Leadership et Développement de Dolo. Kassoum Tony et Christophe Da. 48 heures de danse, de chansons, de lutte, de tir à l'arc. Nous sommes aux journées culturelles de la commune de Dolo, première édition. L'initiative est de l'ALDC, l'association Leadership et Développement de Dolo. Son objectif, réunir les fils et filles de la commune autour de la culture comme moteur de développement. À travers ces journées culturelles, c'est le développement de Dolo que nous visons. Le développement de Dolo, de la région du sud-ouest et le développement du Burkina Faso. Donc qui parle de développement, ça intéresse tout un chacun. Donc nous, bien sûr, nous invitons tout un chacun à contribuer à sa manière à la réussite des prochaines activités que nous allons organiser. Le développement est l'affaire de tous. C'est aussi la conviction de ceux qui ont apporté leur soutien à ces journées culturelles. Et pour la pérennisation de l'événement, ils promettent le parrainage des 4 prochaines éditions. Nous sommes engagés vraiment à faire de la culture un vecteur de développement pour notre commune et de là donner aussi l'exemple certainement à d'autres communes et que la culture soit le socle du développement. C'est la raison pour laquelle on s'engage à commencer cette première édition et à l'accompagner jusqu'à ce qu'il puisse prendre son envol. Et si revenir sur le mot qu'on ne peut pas faire le bonheur de quelqu'un à sa place, il a fallu que les fils de Dolo décident d'initier ces journées afin de voir tout ce monde se mobiliser autour de cette activité. Nous les encourageons fortement à continuer dans la cohésion afin de proposer des projets structurants pour le développement réel de cette belle commune. Les journées culturelles de la commune de Dolo, c'est aussi le football, le cyclisme et des conférences sur la problématique du développement et de l'entrepreneuriat, le tout sous le thème de l'apport de la jeunesse à la valorisation du patrimoine culturel local. À l'international, en Californie, l'incendie Dixie Fire fait des ravages. Il est désormais le 3e plus grand feu de l'histoire du pays. 170 000 hectares dévorés depuis son déclenchement en mi-juillet, seulement maîtrisé à 20% avec plus de 5 000 pompiers mobilisés. Il a dévoré 170 000 hectares en Californie, l'équivalent de 17 fois Paris. Le Dixie Fire est devenu vendredi le 3e plus gros feu de l'histoire récente de l'État américain. Il n'est contenu qu'à 20% et les rafales de vent pourraient encore alimenter le brasier. La ville de Greenville, dans le nord de la Californie, a été réduite en cendres cette semaine et les petites villes alentours ont dû être évacuées. C'était très intense, on pouvait voir le rouge qui se dégageait des collines. C'était très intense, c'est un monstre vraiment. Plus de 5000 pompiers combattent cet immense incendie, visible depuis l'espace. La Californie était là s'habituer aux incendies, mais fin juillet, ces feux avaient détruit 2,5 fois plus de végétation qu'à la même période en 2020, pourtant déjà la pire année de l'histoire de l'État américain. En Afghanistan, les talibans s'emparent de 2 capitales en moins de 24 heures. Une fin de semaine également marquée par l'assassinat d'un haut responsable du gouvernement afghan. Depuis le mois de mai et le début du retrait définitif des troupes américaines, les talibans progressent malgré les multiples frappes aériennes de l'armée afghane. Les talibans continuent leur progression en Afghanistan. Ils se sont emparés vendredi de Saranj, une capitale provinciale située à la frontière avec l'Iran, la première à tomber depuis le début de leur offensive. Vendredi, autre revers pour Kaboul, les talibans sont parvenus à tuer le chef de service de communication du gouvernement afghan. Depuis le mois de mai et le retrait des Américains, les talibans progressent. Ils ont conquis plusieurs portions du territoire afghan, des districts, routes et postes frontières stratégiques avec les pays voisins. Face à la progression des insurgés, les armées afghanes et américaines ont procédé à de multiples frappes aériennes et à leur tour, les talibans mettent leurs menaces de représailles à exécution. Des combats qui ont fait plusieurs centaines de victimes civiles, tandis que 270 000 Afghans ont été poussés à l'exil depuis le début de l'année.
Alors que les appels de la communauté internationale à un cessez-le-feu restent lettre morte, le chaos suscite l'exaspération de ces Afghans qui ont manifesté cette semaine dans plusieurs provinces du pays. C'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Le 20h de cette semaine assuré à la réalisation par Moussa Sanou et ses équipes techniques à qui nous disons un grand merci.